based à Kinshasa. C'est l'un des studios les plus emblématiques de la musique urbaine à Kinshasa. Voilà, c'est un studio qui est situé dans un quartier populaire, dans une commune populaire très réputée côté musical qui s'appelle Bandal. Ce studio, j'ai eu à travailler là-dedans pendant plusieurs années. En tout cas, c'était mon basement à Kinshasa après que j'ai décidé de quitter Kisangani. Donc il y a énormément de choses, énormément d'histoires à raconter par rapport à ces studios, mais aussi ces studios pour moi ils représentent beaucoup de rencontres. J'ai rencontré énormément de personnes. Comme vous pouvez voir, il y a des jeunes qui sont tout le temps là. Voilà. Il y a toujours des artistes, il y a toujours des idées, il y a toujours des choses à raconter. Donc on est à Kinshasa. Lui c'est le petit fou de la cour du roi, un monsieur très très doué, mais je l'aime bien. C'est un des membres clés de mon équipe. C'est lui qui fait tous mes sons, il a énormément d'idées et très souvent il coécrit même certaines chansons avec moi. Voilà, je me rappelle même le refrain « Oamote Amabe, Mokonzamte Mamabe », ça venait de lui. Donc, il a travaillé avec énormément d'artistes, des plus petits aux plus grands, hein, tout le monde. Alech, Lexus, Soprano, Youssoufa, Badi, on est tous passés par ici. Donc, Poison, voilà, Grodage, tous les bons artistes hip-hop de Kinshasa sont passés par Kinshasa. Voilà, cette petite maison. C'est cette petite maison qui accueille tout le monde. Pour moi, c'est un plaisir de voir vraiment l'émergence du mouvement parce que au bout d'un moment, notre mouvement était plus basé sur... ici à Kinshasa, c'était plus la musique rumba typique. On est venu, on s'est battu, on a fait le hip-hop, on s'est battu, on a fait tout ce que Alech nous a ramené là. Et ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, à Kinshasa, on parle musique urbaine. Et franchement, nous sommes fiers d'avoir abattu le travail qu'on a fait humblement. Quand j'ai décidé d'arriver et de m'installer à Kinshasa, artistiquement, je vivais dans un cercle qui était très occidental. Première fois que je travaille vraiment dans les milieux underground de Kinshasa et tout ça, où tu vois des artistes se battre avec presque rien comme moyen et tout, c'était ici à Kinshasa. Donc je me rappelle, le premier projet que j'avais travaillé ici, c'était un album que je produisais, que mon association, le Mental Engagé, produisait. L'album s'appelait Get Loud et on avait produit l'album sur 5 villes. Lubumbashi, Kinshasa, Kisangani, Goma et Bukavu. Et à Kinshasa, je devais absolument trouver un studio qui avait un bon rendement mais qui était quand même low cost. Pourquoi cette gestion de coûts? Parce qu'on n'est pas la Banque mondiale. Parce qu'au fait, on n'avait pas des ressources illimitées. Je crois qu'on avait un budget de 25 000 $. Et déjà, il faut dire que c'est énorme pour des artistes hip-hop. Le projet était principalement subventionné par l'ambassade des États-Unis. Mais ces 25 000 $ là couvraient et nos frais de voyage. Il faut dire qu'ici en RDC, pour ceux qui ne connaissent pas, pour joindre deux villes, en tout cas deux grandes villes, ici, c'est l'avion. Et l'avion, ça te coûte les yeux de la tête. Premier sponsoring, c'est une histoire terrible. Et je sais, le premier sponsoring, c'était une subvention qui me venait d'une organisation internationale que j'avais rencontrée en 2010 quand j'étais allé donner un concert à Goma, dans un festival. J'ai rencontré l'officier culturel de cette organisation-là. Et je lui ai dit, ouais, mais vous savez, nous, c'est vrai qu'on est très enclavés à Kisangani, il ne se passe pas énormément de choses. Mais nous, avec le Mental Engagé, on essaye de mettre sur pied des projets. Je lui ai expliqué en long et en large en quoi consistait notre travail. Et lors du budget, il disait, ouais, on va quand même demander de quoi nous soutenir. Et les budgets faisaient 2150 $. Alors que
Le plancher de subvention que cette organisation accordait était de 5 000 $. Je dis bien le plancher, donc le niveau le plus bas. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, je devrais peut-être lire un peu plus leurs offres et savoir l'échelle des subventions qu'ils accordent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me cultiver tout seul. Mais également certains amis que j'avais dans le milieu déjà, à qui je posais des questions et tout et tout. Ceux qui ont découvert des choses partagent très rarement les connaissances avec ceux qui sont dans leur chemin vers l'ascension. Alors qu'en principe, avec un peu plus de solidarité, on donnerait peut-être naissance à des jeunes artistes qui perdent beaucoup moins de temps dans les mêmes erreurs, qui apprennent un peu plus rapidement, puis ces jeunes artistes-là se nourriraient des erreurs des artistes un peu plus avancés, etc., etc. Donc ça, c'est quand même parmi les choses que... Et c'est ce que tu fais, toi? En tout cas, je le fais avec le peu de personnes que je peux, hein. Malheureusement, vous savez, le milieu hip-hop, c'est un milieu qui est des fois très macho. On ne peut pas plaire à tout le monde. On se crée des ennemis sans même le savoir. On se crée des animosités, des personnes qui ne vous aiment pas, sans raison. Mais en tout cas, avec les plus jeunes qui ont une petite oreille, moi, c'est ce que je fais. Parler de la réalité quinoise, parce que pour avoir eu l'expérience de la vie en province et à Kinshasa, je peux me permettre de dire que la vie elle est très très rude à Kinshasa. Le plus difficile pour un jeune artiste, c'est déjà de trouver de quoi manger tout en maintenant son rêve en vie. Parce qu'ici à Kinshasa, tu peux rien faire sans argent. Bon, sachant que le jeune artiste n'a peut-être pas suffisamment de pain sur sa table et que il a également certains impératifs de la vie, je veux dire le loyer, tout ça, le rythme, le quotidien de la vie qui coûte très très cher. Se dire encore de venir investir dans une musique, rien n'est jamais garanti au départ, donc tu ne sais pas si ça va te payer. Moi aujourd'hui, quand je produis un album, je sais que je récupérerai mon investissement et tout ça, mais ce n'est pas garanti pour un jeune artiste dès le départ. Donc savoir que vous allez miser le peu de moyens qui vous auraient aidé à vivre dans quelque chose qui n'a peut-être pas de lendemain, cette incertitude-là, c'est à mon avis le plus difficile à surmonter. En 2014, là, c'était clair dans ma tête que Kisangani, c'était mort. Après avoir analysé ma vie d'artiste, je me disais, est-ce qu'un jour, je saurais vivre dignement de ma musique en étant ici à Kisangani? Déjà que la musique, elle est incertaine et comme vous l'avez dit, c'est un loto. Il ne faudrait pas jouer à un loto dans le peu de pourcentage qu'on a pour réussir. Donc, moi, je m'étais dit, il faudrait peut-être aller là où les choses se passent. Malheureusement pour nous, ici au Congo, le pays est construit, même l'administration est organisée de sorte que tout se passe d'abord à Kinshasa avant de se passer en province. Je le trouve très dommage. Ouais, pour moi, c'est très dommage parce que je me dis qu'il y a énormément des jeunes, énormément des professionnels qui passent à côté de plusieurs opportunités. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, par exemple, il y a peut-être un jeune qui a beaucoup de talent à Kipushi, à Likasi ou je sais pas, dans les Kivu quelque part, mais qui ne peut pas rencontrer les bonnes personnes. Pourquoi? Parce que les bonnes personnes sont concentrées ici à Kinshasa. Moi, j'ai vécu en province avec toutes les ambitions, avec toute l'énergie, avec tous les rêves possibles. Et je sais que je n'aurais peut-être jamais eu besoin de venir m'installer ici à Kinshasa si j'avais accès aux mêmes opportunités en étant à Kisangani. Mais bon, après c'est également là que vient notre responsabilité. Nous en tant qu'artistes ou en tant que personnalité publique qui arrivons à réussir, il est de notre devoir de rentrer et réinvestir.
ou de pouvoir mentorer certains artistes ou certains jeunes de nos coins, des coins d'où on vient. Un des projets qui me tient à cœur depuis plusieurs années, c'est de pouvoir ouvrir un média, en tout cas un média traditionnel, une chaîne télé et radio. C'est depuis 2014 que j'ai ces trucs en tête, mais je ne le ferai pas ici à Kinshasa. Je veux le faire à Kisangani et utiliser tous les contacts que j'ai pour offrir un autre type de divertissement, un autre type de programme, un autre type de contenu, et en même temps pouvoir utiliser les ressources qui seront générées pour réinvestir dans d'autres domaines de la ville. En 2016, j'ai essayé. Je voulais aller construire un centre culturel dans ma ville, Kisangani. Les jeunes avec qui je travaillais, les jeunes avec qui je voulais implanter ce projet-là, ils étaient distraits par autre chose. Ils m'ont fait prendre un avion. J'ai arrêté tout ce que je faisais, je suis allé. J'ai acheté du matériel aux États-Unis que j'ai acheminé jusqu'à Kisangani. Je suis arrivé à Kisangani. J'ai commencé par construire un studio d'enregistrement. Puis c'était ça le point de départ avant la construction de la salle de spectacle, des salles de répétition et tout ça. Ils m'ont fait prendre un avion. Je suis arrivé à Kisangani. J'ai dépensé tout l'argent qu'il fallait. Et quand les studios étaient fin prêts, j'ai appelé le jeune qui devait travailler comme ingénieur de son. Je ne sais pas d'où lui venaient ses rêves en tout cas. Et il m'a dit, allez, je suis désolé, mais moi je crois que je viens d'ouvrir mon propre label. Je viens d'ouvrir mon propre label, je ne peux plus travailler avec toi. Je lui ai dit, ok, écoute, ça fait 6 mois qu'on travaille sur ce projet. 2 jours avant que je ne prenne mon avion, je t'avais appelé et tu m'avais dit, ouais, il n'y a pas de souci, c'est super. J'arrive, je dépense tout l'argent que j'ai dépensé dans la construction, le shipping du matériel et tout. Et c'est maintenant que tu me dis que tu n'es pas d'accord. J'ai essayé d'insister, mais le jeune, il était catégorique, il ne voulait pas. Qui m'a déçu, et surtout s'il me l'avait dit avant. En plus, faire prendre un avion à quelqu'un, voilà, me faire dépenser tout cet argent et tout et tout. Et vous savez ce qui est bizarre? Ce qui est bizarre, je vais vous dire, ce que vous ne savez pas, mais depuis 2016, c'est la première fois que je le revois, parce qu'il est ici à l'extérieur. C'est qui? Ah bon, aujourd'hui? Ouais. Ouais. C'est la première fois. J'ai jamais voulu lui parler, au fait. Et il vous a dit bonjour? Il m'a dit bonjour, j'ai répondu. Mais au fait, aujourd'hui, il en est arrivé à un point, le point auquel moi j'étais arrivé genre en 2012 ou 2013. Parce que même lui, il a décidé de quitter Kisangani pour venir s'installer à Kin. Ce qui est vrai, c'est que je lui ai pardonné depuis. Le seul truc que je referai peut-être pas, c'est que j'ai jamais pu en arriver au point où je me dis je peux peut-être lui offrir une deuxième chance et travailler avec lui. Et si vous voulez savoir, DDT que je vous ai présenté tout à l'heure, là, il a fait son plaidoyer pendant plusieurs mois, mais je lui ai toujours dit non, je ne peux plus travailler avec lui. Et puis c'est une personne qui m'a fait beaucoup de mal. Mais bon, c'est la vie. Alors ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on enregistre ici à Kinshasa Sound. Bobo, c'est mon ami d'enfance. Au fait, moi, j'ai débuté dans la musique il y a 18 ans à Kisangani et j'avais intégré un groupe qui s'appelait les Hot Boys. Voilà. Et Bobo était déjà membre du groupe quand moi je suis arrivé. Donc on était encore au collège, tout petit et tout. Et aujourd'hui, c'est vrai que les membres du groupe, parce que c'était une espèce de Wu-Tang Clan où il y avait 11 rappeurs et tout ça. Aujourd'hui, on va enregistrer le couplet de Monsieur Bobo. Voilà, Dieu merci, ça tombe bien, vous nous visitez pendant qu'on aura une petite séance avec lui ici à Kinshasa. Donc, il faut rallumer. Tu as eu ton groupe? Non, ils ont rallumé le groupe. Il va devoir couper et puis on va filmer une bonne fois. Il a passé un long moment en Angola et tout et tout. Plusieurs années après, je suis le seul musicien jusqu'aujourd'hui. En tout cas, il y en a qui sont devenus avocats, médecins et tout ça. On a même un champion du monde de kickboxing, Monsieur Zach Mwekassa. Voilà, donc c'était ça notre groupe. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le groupe, tous les membres du groupe, on s'est retrouvés dans un même groupe WhatsApp.
et ils veulent reprendre la chanson ensemble. Le morceau s'appelle Les vrais amis. Moi, ce que j'aime, c'est que la thématique aborde la question de la loyauté dans l'amitié. Et ça, c'est ce que j'aime. Et c'est une belle histoire pour moi. Un de mes rêves, un de mes plus grands rêves par rapport à ce groupe, ce serait de voir peut-être tous ces amis revenir un jour dans notre ville et donner un concert. Parce que c'était le groupe le plus chaud de la ville à l'époque. Donc, voilà. Et dans le temps, un mois présent, soit 15 ans passés. Ça va aller. Tout est là. On commence. Ça va aller. On dit quoi? Madi. Vous allez comprendre. Ça les beaux à charge. Mbappé, Kylian Mbappé. Bopia Didi. Ça les beaux à Kylian Mbappé. 9-3, 9-3. Ouais, 9-3 Banda Paris. King Lège. Frère. J'ai donné plusieurs concerts ici. C'est parmi les plus beaux concerts qu'on donne à Kinshasa. Le travail est très bien fait ici, ça veut dire même les lumières, même le son. Ils prennent le temps de travailler le spectacle avec toi. C'est pas comme ailleurs où, par exemple, tu donnes un concert, mais après il y a le soundcheck qui arrive. Tu n'arrives même pas à caler 2 heures ou 1 heure de soundcheck et tout ça. Bref, c'est très différent. C'est un milieu que j'aime beaucoup. C'est très très différent. Grosse histoire ici. Grosse histoire. Voilà. Et on reviendra ici. Ah, c'est beaucoup de mémoire quand j'arrive ici. Monsieur qui m'a invité à Kinshasa, qui m'avait invité à Kinshasa pour venir tenter de voir si j'aurais beaucoup plus d'opportunités ici qu'en province où je vivais. Il dirigeait un projet de coopération franco-congolais. Le projet s'appelait le projet Sésame. C'était un projet d'écriture, un projet d'apprentissage de la langue française. À l'époque, le bureau de Sésame se trouvait ici, là où il y a aujourd'hui le centre des langues de l'Institut français. J'étais chez lui. Quand il venait au boulot le matin à 8 h, on venait ensemble. On quittait la maison, je venais passer toutes mes journées ici. J'écrivais non seulement les chansons, mais également mes petits projets. Je tentais de rentrer en contact avec d'autres personnes et sincèrement, ce que je suis aujourd'hui, je le dois également à Alain Canon. Je ne serais peut-être pas musicien, je ne serais peut-être plus musicien si Alain n'était pas là, s'il ne m'avait pas tendu sa main. Mental engagé. Là, on est sur un autre lieu qui est très symbolique pour moi. C'est mon église. C'est là où je prie. Parce que contrairement aux apparences, contrairement aux idées reçues, parce que ouais, c'est vrai qu'on est dans l'industrie du divertissement, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un certain focus spirituel. Et pour moi, c'était important de venir faire un tour ici. Pourquoi? Puisque ça, c'est mon lieu. Derrière moi, il y a mon lieu de recueillement. Généralement, quand j'ai des requêtes à faire, quand j'ai envie de me purifier spirituellement, je viens un tout petit peu m'isoler ici. Et je suis de ceux qui croient en la vie après la vie, après cette vie. Et pour moi, il est très très important de me mettre en ordre avec mon Créateur.
Pourquoi j'ai décidé de le faire? Je sais qu'il y a un membre de mon équipe qui m'avait dit « Ouais, mais pourquoi tu viens à l'église? Tu veux juste qu'on sache que tu pries et tout et tout. » Et je lui ai posé une question en disant « Est-ce que tu sais pendant combien d'années, est-ce que tu sais combien de fois j'ai prié pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui ?» Pour moi, c'est très important et c'est même pourquoi un de mes pseudonymes, c'est Mwana Nzambe, l'enfant des dieux. C'est une manière pour moi de rendre grâce, de faire témoignage et de dire aux autres que peu importe votre situation actuelle, à force de combiner travail, abnégation, mais également droiture dans la manière de vivre, parce que la spiritualité pour moi, c'est pas que ça. C'est pas que cette église et tout, c'est la manière dont on vit, la manière dont on interagit envers les autres, la manière dont on traite les autres. Et puis voilà, est-ce qu'on traite les autres comme on aimerait être traité soi-même? Est-ce qu'on aime réellement les autres? Donc pour moi, c'est ça la base même de la spiritualité. Et je me rappelle qu'en 2018, à l'époque, j'avais sorti mon single Biloko Aboué. Sincèrement, en RDC, il y avait personne qui rivalisait. Même les grands frères, hein, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais sincèrement, en termes de succès, en termes de ceci, il n'y avait personne qui rivalisait. Et la musique avait pris beaucoup de place, à tel point que je n'avais plus le temps pour l'église, je ne venais plus à l'église et tout ça, je ne venais plus prier. Et je sais qu'une fois, j'ai fait mon petit examen de conscience à la maison, je lui disais « Ouais, écoute Alèche, quand tu étais en galère, c'est qui que tu appelais à la rescousse ?» Et bien voilà, aujourd'hui que tu as la vie que Dieu a décidé de te donner, la vie pour laquelle tu as prié à plusieurs reprises, aujourd'hui tu n'as plus le temps pour Dieu, réellement. Bayaya banchofa bozala mwa poli bolula kofinga wa lokola bozanga baboti naloba te nayemba te oh Alesha. Pour ceux qui viennent de la même ville que moi, de Kisangani et tout, ils savent que j'ai eu un mentor. Je suis né d'une famille d'amoureux d'art. Ça veut dire ma mère était choriste à l'église, mon père était un bon chanteur, il avait une belle voix, mes sœurs également chantaient bien et tout. Et mon frère aîné, le feu Patrick Chirouissa, lui, c'était un comique. C'était un comique. Et à l'époque, bon, pendant que moi je faisais mes débuts dans la musique et tout, lui c'était déjà une grosse star dans notre ville. Il était très connu, il était plus connu que moi. Et du coup, il avait été recruté par Handicap International comme sensibilisateur. Puisque quand les gens le voyaient, les gens se reconnaissaient en lui, les gens captaient facilement son message et tout. En 2006, il y a eu une rébellion du côté de Bukavu, dans les Kivu, à l'est. Il y a un célèbre général dont je ne citerai pas le nom, qui avait fait sa petite mutinerie ou sécession et qui tentait de récupérer Bukavu. Et dans cette bataille-là, ils avaient planté beaucoup d'engins explosifs, des mines antipersonnelles. Et après que le gouvernement ait récupéré cette partie-là, cette partie du pays, il y avait des gens qui commençaient à sauter sur ces mines qui avaient été enterrées durant les périodes troubles. Du coup, Handicap International avait décidé de l'envoyer en compagnie de 3 de ses amis pour aller sensibiliser la population de Bukavu sur le danger des mines antipersonnelles. Et c'est comme ça qu'en allant, à fleur d'âge, il avait 28 ans à l'époque, c'était 3 mois avant son mariage. Ouais, le 1er septembre 2008, il y a eu crash d'avion et celui qui était mon mentor, qui était comme mon père, parce qu'il faut dire que au-delà du fait de me guider dans l'art,
Même quand, à l'époque, mon père, en tant que fonctionnaire, avait des difficultés financières et tout, c'est lui qui me prenait en charge et tout. C'était vraiment un deuxième père pour moi. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Dans mon premier album, d'ailleurs, je lui avais dédié un titre. Mais cette histoire-là ne m'a jamais quitté puisque ça a été pour moi une preuve de la fragilité de la vie humaine. En tant que musicien, je suis tout le temps appelé à être dans des avions, à beaucoup voyager, même par bateau, même par voiture et tout ça. Et souvent, on ne se rend pas compte que tout peut arriver à tout moment et que tout peut s'arrêter à tout moment. Voilà, c'est bien quand on fait nos selfies, nos snaps en première classe dans un avion et tout, ou que tu prends un jet privé, mais même les jets privés peuvent s'écraser, généralement c'est ce qu'on oublie. Je crois que cet événement-là m'a également permis de réaliser la souveraineté de Dieu. Ouais, j'avais 23 ans. J'avais 23 ans. Et je me rappelle que j'étais en dernière année d'université, en fac d'économie, et j'y croyais pas. J'y croyais pas. Et la veille, un jour avant, j'avais un concert à Kisangani, je jouais au Palm Beach, et c'était la première fois que je donne un concert et qu'il ne soit pas là. Pourtant, on était dans la même ville, et il m'a dit non, mais t'inquiète, ça va bien se passer et tout. Et c'était un concert où il y avait beaucoup de défis, parce que à 1 kilomètre de l'endroit où je jouais, il y avait le grand Papa Wemba qui jouait. Et lui, c'était un concert populaire où il avait déjà été payé pour donner un concert gratuit. Et moi, c'était un concert payant. Moi, c'était le petit Alèche et le grand Papa Wemba. On l'a fait, ça s'était super bien passé. Le dernier souvenir que j'ai, c'était que je suis parlé au téléphone. Je lui ai dit, ouais, mais vraiment, toi, tu viens pas à mon concert et tout. Il me dit, non, mais petit, calme-toi, on se verra, ça va bien se passer. C'est parmi les événements qui me rappellent toujours qu'au-delà de toute la gloire qu'on peut avoir, au-delà de tout l'argent qu'on gagne, au-delà de la célébrité, des éloges qu'on reçoit sur les réseaux sociaux et tout, on n'est pas maître de tout. Mais pour moi, c'était important qu'on soit là puisque cette enceinte représente ce que j'aimerais être mon idéal spirituel. La peau se ride, le corps, à un certain âge, perd ses forces. Ce serait peut-être mieux de se préparer autrement. J'ai préféré commencer par là où je cherche l'argent pour vivre confortablement et finir par là où je cherche le salut.